Bonjour, donc je vous propose une petite vidéo sur le chapitre 2 qui consiste à travailler sur les variations climatiques à l'échelle des temps géologiques. Donc nous allons remonter dans le temps, dans des temps plus anciens par rapport au quaternaire, et on va voir quel climat régnait alors sur Terre, et donc quels indices avons-nous pour pouvoir déterminer le climat de différentes périodes. Alors, la première période que je vous propose de travailler, c'est le Cénozoïque. Donc, le Cénozoïque, c'est une période relativement récente qui va de moins 66 millions d'années à aujourd'hui. Alors, si vous regardez un petit peu l'échelle des temps géologiques au niveau global, si on estime que la durée de la Terre, la vie de la Terre a 12 heures, vous voyez que le précambrien correspond à plus de 9 heures, et puis donc après on a moins d'un quart finalement du temps, donc moins de 3 heures qui correspond à toute la partie en fait où la vie s'est développée sur Terre. Et donc le Cénozoïque appartient à la partie donc du tertiaire. Voilà ici le Cénozoïque qu'on va voir maintenant. Et puis dans les parties 2 et 3 de notre chapitre, on va voir le Mésozoïque et on va voir le Paléozoïque. Dans le Mésozoïque, on va voir la période du Crétacé, et dans le Paléozoïque, on va voir la période du Carbonifère permien. Pour déterminer le climat au niveau du Cénozoïque, on utilise les mêmes méthodes que pour le quaternaire. Notamment, là, vous voyez, on utilise le delta O18 présent dans les tests de foraminifères, qui constituent les sédiments marins. Ces tests de foraminifères ont été prélevés dans les différents océans du globe, donc on a l'océan Pacifique, l'Atlantique Nord-Sud, de façon à avoir une idée générale de l'évolution climatique planétaire. On voit qu'au cours du Cénozoïque, donc le delta O18, ici, augmente. Il y a une augmentation, on voit très bien, on part de 0 et on arrive à peu près à 3 pour 1000. On sait que lorsque le delta O18 des tests de foraminifères augmente, ça veut dire c'est la même chose que le delta O18 dans l'eau de mer, et donc ça signifie que la température diminue. Donc à l'échelle du Cénozoïque, les indices géochimiques des sédiments marins, notamment les rapports isotopiques de l'oxygène dans les tests carbonatés donc de foraminifères, montrent une tendance générale à la baisse de la température moyenne du globe. De la même façon, si on regarde la formation des chaînes de montagnes, on voit que pendant cette période, on a l'Himalaya qui s'est formé et les Alpes. Ces deux chaînes de montagnes se sont donc érodées de façon très importante pendant cette période, et on voit ici que la dégradation d'un plagioclase, lorsqu'un plagioclase s'érode, eh bien, il y a des transformations chimiques qui ont lieu, qui aboutissent finalement au piégeage du carbone, du CO2 atmosphérique. Donc ce phénomène semble être associé à une baisse de la concentration atmosphérique de CO2, elle-même liée donc à l'altération chimique des matériaux continentaux, des chaînes des Alpes et de l'Himalaya. Bon, pour ça, vous pouvez vous référer à la correction de l'activité 1 qu'on a faite ensemble et que vous avez dans le site. En effet, donc l'altération chimique des plagioclases, par exemple, permet de piéger le CO2 atmosphérique. Les ions calcium et les ions bicarbonate ainsi libérés et transportés par l'eau vont ensuite précipiter sous forme de calcaire, CaCO3. Dernier indice ici pour montrer un petit peu l'évolution du climat pendant le Cénozoïque. Vous avez ici la circulation des courants marins au niveau de l'Antarctique. Alors vous voyez que ça intègre la notion de tectonique des plaques. Vous voyez que l'Australie ici s'est déplacée au cours du temps, et le déplacement ici de l'Australie va permettre la création d'un courant polaire circulaire qui va donc entraîner un refroidissement général de la région et entraîner notamment la formation d'une calotte polaire. Tout ça, ça va favoriser une calotte polaire. Donc la circulation ici de l'océan
de ce courant favorise plutôt un refroidissement. Donc de plus, la variation de la position des continents due à la tectonique des plaques a modifié la circulation océanique, entraînant l'installation d'une calotte polaire dont le fort albédo a permis de faire baisser la température atmosphérique. Alors sur ce schéma, donc un petit bilan qui explique pourquoi on pense qu'on a un refroidissement au niveau du Cénozoïque. Alors on reprend donc l'orogenèse. L'orogenèse, je vous rappelle que ça veut dire création des chaînes de montagnes. C'est la création ici de l'Himalaya et des Alpes. Cette création de chaînes de montagnes ont provoqué tout de suite de l'érosion, et l'érosion donc se transforme au niveau chimique par l'altération des composants des roches, notamment les silicates. À partir de là, donc, les réactions chimiques montrent que cette dégradation, cette altération des roches conduit à la capture du CO2 atmosphérique. On a vu ça dans l'activité 1. Et donc la capture du CO2 atmosphérique naturellement diminue l'effet de serre, ce qui conduit au refroidissement global terrestre. Parallèlement à ça, on a vu qu'il y avait également une modification océanique, notamment liée à la tectonique des plaques. Cette modification océanique va entraîner la formation de calottes polaires, notamment au niveau de l'Antarctique, et donc augmentation de l'albédo avec son effet amplificateur, qui lui aussi donc conduirait à un refroidissement global pendant le Cénozoïque. Je vous propose maintenant de voir la deuxième période qui est le Mésozoïque. Le Mésozoïque donc a lieu entre 1252 millions d'années et 66 millions d'années. L'époque la plus importante, l'époque que je vous propose de travailler, c'est le Crétacé. C'est la partie donc terminale du Mésozoïque qui se trouve donc entre moins 145 millions d'années et moins 66 millions d'années. Moins 66 millions d'années, c'est la période de l'extinction des dinosaures. Alors pendant cette période de Mésozoïque, vous voyez à droite qu'on est sur un phénomène d'éclatement de la plongée, c'est-à-dire que les continents qui étaient plutôt regroupés vont s'écarter les uns des autres. Donc là on va travailler un petit peu sur la tectonique des plaques. Alors justement, cette tectonique des plaques a été vue en première. On estime que ce sont des acquis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a de la croûte océanique qui est fabriquée au niveau des dorsales. Cette croûte océanique va entraîner donc un mouvement de translation des continents de la croûte terrestre et notamment des zones de collision, de convergence, où on va avoir des zones de subduction. L'activité 2 vous propose de faire le calcul de la vitesse d'expansion océanique pendant le Crétacé. Et donc vous avez pu voir que la vitesse d'expansion océanique durant le Crétacé dépasse de très très loin la vitesse d'expansion océanique des autres périodes terrestres. Et l'activité 3 nous permet de retrouver différents indices qui montrent le climat du Crétacé. Alors les différents indices, ils sont essentiellement sédimentologiques, c'est-à-dire ce sont des roches sédimentaires. L'avantage des roches sédimentaires, c'est que d'abord elles ont des millions et des millions d'années, hein. Enfin, ce sont des roches, donc elles peuvent traverser les temps comme ça sans être altérées. Et puis surtout, vous avez finalement l'histoire qui va être décrite dans ces roches, puisque ce sont des roches qui vont être formées dans des conditions climatiques particulières. Et à partir du moment où on retrouve ces roches, eh bien, ça veut dire qu'on peut associer un certain climat lié à leur formation. Alors les roches les plus importantes qu'on va retrouver notamment au Crétacé, c'est la bauxite et la latérite. Bauxite et latérite, ce sont des roches qui se forment en climat tropical, avec une altération assez importante, climat chaud. Les évaporites, ce sont des roches qui se sont formées par évaporation d'eau, donc ce sont des roches qui vont se former pendant une période extrêmement aride, sans eau. Et puis le charbon qui représente un climat chaud, tropical, chaud, humide. Il se forme par enfouissement des végétaux, on y reviendra, et donc une végétation extrêmement luxuriante qui s'est donc enfouie sans être totalement dégradée, avec donc présence de matière carbonée extrêmement importante qui constitue donc la roche du charbon.
Alors ces roches sédimentaires, que ce soit la bauxite, les latérites, les évaporites ou le charbon, témoignent toutes d'un climat global de la planète très chaud au Crétacé, sous toutes les latitudes. Une autre roche très importante qu'on retrouve au Crétacé, c'est la craie. Crétacé veut dire, ça vient de ce mot, ça vient de créta en latin qui veut dire craie. Donc c'est à cette époque que toutes les falaises rocheuses crayeuses ont été formées. Alors pour comprendre un petit peu comment cette craie va nous apporter des indices sur le climat, il faut déjà savoir ce que c'est de la craie. Donc la craie est formée à partir d'une algue planctonique qui contient un petit test calcaire qu'on appelle donc les coccolithophoridés. Donc les coccolithophoridés, ce sont des millions et des millions de petits organismes comme ça qui vivent dans les mers peu profondes, qu'on appelle donc les mers épicontinentales, c'est-à-dire la mer qui va transgresser sur le continent. C'est la mer donc qui va passer par-dessus le continent, qui va empiéter sur le continent, et c'est à cet endroit-là que les coccolithophoridés vont se développer. Lorsqu'ils meurent, et ben, ces petites algues qui contiennent donc ce petit test calcaire tombent au fond, et puis ben, on a des millions et des millions et des millions de petits organismes comme ça qui tombent au fond et qui vont constituer cette fameuse craie. Alors cette mer épicontinentale, elle a transgressé sur les continents pour une raison très simple. On a vu ça tout à l'heure, on est en période d'éclatement continental, c'est-à-dire qu'on va avoir des dorsales océaniques qui vont être extrêmement importantes, avec une création de croûte océanique très importante. On l'a vu pendant le Crétacé, dans l'activité, on a une expansion océanique très très forte, et donc on va avoir une création au niveau des dorsales très très importante. Ces dorsales, donc, elles créent de la croûte océanique, elles vont donc gonfler, et donc d'un point de vue simplement volume, elles vont transgresser, elles vont faire déborder finalement l'eau sur les côtés, et cette eau va empiéter comme ça sur les continents. La deuxième, la chose la plus importante, c'est que les dorsales dégagent énormément de CO2. Et donc cette transgression montre l'existence d'une grosse activité de dorsales. L'activité des dorsales montre, elle, un gros dégagement de CO2 au niveau océanique. Ce CO2 océanique, vous savez qu'il est en équilibre avec l'atmosphère, et donc si on a un océan qui est chargé en CO2, très très vite, on va avoir aussi une quantité de CO2 atmosphérique qui va augmenter, par équilibre tout simplement entre la masse d'air et la masse d'eau. Et donc vous savez que le CO2 atmosphérique, c'est un gaz à effet de serre, et donc par là, on associe donc, qui dit activité des dorsales très importante, dit CO2 très important, dit naturellement température très importante. Voilà l'endroit ici où se développent les coccolithophoridés et vont donner naissance à cette fameuse craie. Donc les épais dépôts de craie qui ont eu lieu durant cette période, notamment pendant le Crétacé, sont une preuve d'un climat chaud. Leur faible profondeur de dépôt d'abord est due à une importante transgression océanique, liée notamment à un volume des dorsales important et à la dilatation thermique de l'eau des océans. Après les indices sédimentologiques, on peut voir les indices paléontologiques. On a vu ça en TP ensemble, en travaillant sur l'indice stomatique de certains végétaux qui existaient et au Crétacé et maintenant. C'est le cas par exemple des feuilles de Ginkgo biloba qu'on a vu. Alors on a retrouvé des fossiles du Crétacé sur lesquels on a pu déterminer, repérer les empreintes des stomates, et donc on a pu calculer l'indice stomatique. Je rappelle que l'indice stomatique, c'est le nombre de stomates sur le nombre de cellules épidermiques. Et on sait qu'en parallèle, l'indice stomatique est corrélé avec la quantité de CO2 atmosphérique. Comme vous le voyez sur ce schéma, l'indice stomatique ici, quand il est grand, on va avoir un CO2 atmosphérique, une quantité de CO2 atmosphérique qui sera au contraire plutôt faible. Et puis inversement, lorsque l'indice stomatique est très faible, on va avoir parallèlement une quantité de CO2 atmosphérique qui sera plus fort. On s'est rendu compte, donc en faisant une comparaison pour un même végétal, entre l'indice stomatique du Crétacé et l'indice stomatique actuel, eh bien on s'est rendu compte qu'on avait plus de CO2 atmosphérique au niveau du Crétacé. Et donc par delà, on peut penser que, vu que le CO2, toujours pareil, est un gaz à effet de serre, eh bien on peut penser que la température au niveau du Crétacé était plus importante.
De la même façon, on a découvert des fossiles, notamment ici vous voyez un fossile de crocodile qui a été retrouvé sur des latitudes extrêmement hautes au niveau des pôles. Et donc ces fossiles, évidemment, si on applique le principe de l'actualisme, c'est-à-dire que les fossiles, par exemple de crocodiles, actuellement vivent dans des pays chauds. On peut penser qu'à l'époque c'était la même chose, et donc ces crocodiles montrent qu'à des latitudes extrêmement hautes, eh bien, on avait des températures qui étaient beaucoup plus fortes que maintenant. Donc au Mésozoïque, durant le Crétacé, l'activité dorsale a entraîné une forte production de CO2, responsable d'un important effet de serre. Les températures ont donc augmenté, rendant ainsi le CO2 moins soluble dans l'eau. Donc ça, c'est le phénomène amplificateur de la solubilité des CO2 dans l'eau. On assiste donc à un fort relargage du CO2 océanique dans l'atmosphère, ce qui accroît encore davantage l'augmentation des températures. La géodynamique terrestre interne semble être donc la principale responsable de ce climat très chaud. Donc en fait, la géodynamique interne, c'est-à-dire la tectonique des plaques, tout simplement. Dans cette troisième partie, on va voir le climat qui régnait pendant une période encore plus ancienne, qui est le Paléozoïque. Le Paléozoïque donc, se situe entre moins 541 millions d'années à moins 252 millions d'années. C'est une période extrêmement ancienne. Et on va s'intéresser plutôt à la partie terminale du Paléozoïque, donc à savoir le Carbonifère permien, qui lui est situé entre moins 360 millions d'années et moins 252 millions d'années. Alors l'activité 4 va nous donner donc quelques indices qui nous permettent de déterminer le climat du Paléozoïque. Vous avez donc sur cette échelle situé le Carbonifère et le Permien. Voilà, qui apparaît ici. Donc c'est la partie dans la partie terminale de la partie brune. Cette partie ici un petit peu marron, là, donc c'est le Paléozoïque qu'on appelle aussi l'ère primaire. Et ce qu'on voit donc, c'est que pendant la dernière partie du Paléozoïque, pendant cette période-là, eh bien, apparaissait en même temps un massif montagneux très important qui est le massif hercynien. En France, il y a des restes du massif hercynien au niveau de la Bretagne et au niveau des Ardennes. Sur ce premier document, on voit donc apparaître les premières preuves pour déterminer le climat de ce Carbonifère et Permien. Alors il faut bien penser qu'il y a eu la tectonique des plaques qui a joué, et donc lorsqu'on remonte à des temps aussi anciens, il faut toujours penser que la position des continents a changé. Et donc sur cette planisphère, vous avez la position des continents telle qu'elle était au moment du Carbonifère permien. On voit que les continents étaient regroupés en un seul, beaucoup plus donc en amas, il n'y avait qu'un seul océan, et donc ces continents qui se regroupent là comme ça, on appelle ça la Pangée. En ce qui concerne les roches, on retrouve les roches que vous avez déjà vues au Crétacé, que sont la bauxite, les latérites et le charbon. Si on regarde la position de ces trois roches, on en retrouve donc sur les différents continents, mais à l'époque donc les continents étaient positionnés comme ça, et on voit donc qu'à l'époque ça correspondait à peu près à la ceinture équatoriale de la Terre de Paléozoïque. Qui dit bauxite, latérite et charbon dit climat chaud, tropical. Donc effectivement, à cet endroit-là, à cette époque-là, au niveau de l'équateur, on devait avoir forcément un climat chaud tropical. Autre chose d'important à voir sur cette planisphère, vous avez l'apparition d'une nouvelle roche qu'on appelle les thylites. Alors vous voyez où on trouve les thylites. On en trouve donc en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, en Australie, en Inde. Et évidemment, ces continents, à l'époque, étaient placés plutôt, même carrément, au niveau du pôle sud. Il se trouve que les thylites, ce sont des roches qui sont issues de dépôts glaciaires. Donc, qui dit thylite dit glacier. Donc, on peut penser qu'au moment du Carbonifère permien, surtout au niveau des Permiens, on avait à cet endroit-là un climat extrêmement froid, tellement froid qu'il y avait des glaciers. Donc, on a finalement un climat un petit peu contrasté, avec une zone équatoriale où on voit plutôt un climat chaud, et une zone au sud où on voit là pour le coup le développement d'une calotte glaciaire assez importante. En France,
on a des traces au niveau des roches, donc, qui ont été formées à cette époque. Il se trouve que dans la forêt donc, de Montceau-les-Mines, vous voyez un petit peu où c'est placé en France sur le point de ce document, on a retrouvé dans un état de très bonne conservation des fossiles végétaux qui se trouvent à l'intérieur de roches type charbon. Alors il se trouve que le charbon, c'est une roche très riche en carbone qui a été formée grâce à l'enfouissement de massifs végétaux très très importants qui ont été donc enfouis très vite à l'abri de l'oxygène sous terre, et grâce à cet enfouissement, eh bien, la matière organique ne s'est pas dégradée et elle s'est transformée au cours du temps et a donné donc une roche extrêmement riche en carbone qu'on appelle le charbon. Vous avez ici sur la diapositive suivante un exemple de formation du charbon, où on voit donc par exemple ici une forêt très dense, très importante, celle qu'on peut obtenir dans un climat tropical. Pour une raison ou une autre, ici donc par exemple c'est un affaissement de terrain, on va avoir des destructions quasiment totales de la végétation, donc une grosse quantité de matière organique qui va être enfouie. Ici donc on se trouve sous l'eau, ça va être donc recouvert assez rapidement de sédiments et donc mis à l'abri de l'oxygène. De ce fait, la matière organique ne va pas se dégrader totalement, elle va se transformer au cours du temps et elle va donner donc naissance à un charbon. Vous avez ici dans les séquences suivantes la couverture qui se met en place sur le massif végétal, et puis après bien sûr la transformation va se faire au cours du temps. Ce sont des dépôts qui vont mettre beaucoup de temps évidemment à se transformer, mais sans dégradation totale de cette matière organique. On voit bien que le charbon c'est de la matière organique, et donc par-dessus après peuvent se développer de nouvelles forêts. Donc souvent on a comme ça la formation de charbon sous forme de strates successives avec des couches successives de charbon, on appelle ça des veines de charbon. Alors il se trouve qu'en France, donc à Montceau-les-Mines, on a ce genre de structure, et avec notamment des fossiles qui ont été reconnus, qui ont été retrouvés, et on voit bien très bien, ce sont des fossiles donc végétaux, avec donc une végétation très très importante de l'époque. Ce qu'il faut bien penser, c'est que lorsqu'on a comme ça enfouissement d'une grosse partie de la matière organique, eh bien, ça va piéger d'autant plus cette matière organique qui ne retournera pas du coup dans l'atmosphère sous forme de CO2. C'est la matière organique qui a été constituée à partir de CO2, on est bien d'accord, grâce à la photosynthèse. Si cette matière organique est piégée au niveau de la lithosphère, eh bien, elle ne se dégrade pas, elle ne se retransforme pas en CO2, et finalement le cycle du carbone est rompu, et ça va donc amener à une baisse de la quantité de CO2 atmosphérique. Sur le graphique à côté, vous voyez la quantité de CO2 piégé, et on voit bien que pendant le Carbonifère et le Permien, notamment au Carbonifère surtout, on a une quantité de carbone piégé dans la lithosphère qui est absolument considérable. Carbonifère vient de carbone, hein, c'est pour ça qu'on a trouvé le nom de Carbonifère, c'est vraiment la période où au niveau équatorial, on va avoir une grosse quantité de matière organique piégée dans la lithosphère, et donc c'est là qu'a eu comme origine donc le charbon actuel. Donc à l'époque du Carbonifère, l'Europe était située au niveau de l'équateur. On y trouve les roches témoins d'un climat chaud et humide, avec prolifération importante de végétaux. Ces végétaux se sont enfouis et ont donné naissance à du charbon. Il y a eu donc un piégeage du carbone dans la croûte terrestre. Alors, si on regarde un petit peu plus près ce qui se passe donc à cet endroit équatorial, on se rend compte qu'avec la position des continents telle qu'elle était à l'époque, on avait un regroupement donc continental et donc des collisions importantes au niveau central de cette Pangée, et création donc d'une chaîne de montagnes qu'on appelle la chaîne hercynienne. Ici, donc, vous avez la position de la chaîne hercynienne qui se trouve donc située au nord de l'Afrique actuelle. La France, vous voyez, elle traverse la France. Si vous regardez là où il y a le point jaune, on est au niveau de la France. Donc elle traverse la France de part en part, d'est en ouest, au niveau nord. Donc c'est pour ça que je vous disais, on la retrouve hein, de l'ancienne, la chaîne hercynienne, c'est la Bretagne actuelle jusqu'aux Ardennes. Sachant bien sûr qu'à l'époque, la France, telle qu'on la connaît, était située au niveau équatorial, avec la tectonique des plaques, etc.
Comme toute chaîne de montagne, vous avez appris précédemment au niveau du Crétacé que les chaînes de montagne entraînaient un piégeage du CO2 atmosphérique. Voilà, on retrouve ici, donc l'eau c'est le principal agent d'altération physique et chimique des roches, et il se trouve que les réactions chimiques d'altération des roches conduisent à un piégeage du CO2. Donc la création des grandes chaînes de montagne, comme la chaîne hercynienne à l'époque, ça engendre une consommation de CO2. Ainsi, donc les formations orogéniques, je rappelle que ça veut dire création de chaînes de montagne, ce sont des puits à CO2, et donc lorsqu'on a des grosses chaînes de montagne comme ça qui existent, on peut penser qu'on a tendance à refroidir le climat global. En Europe, la présence de grands gisements de charbon formés durant le Carbonifère témoigne d'un climat chaud et humide, notamment la région était située dans la zone équatoriale. Mais la reconstitution des paléoceintures climatiques, avec notamment les différentes roches à différents endroits, comme on l'a vu en début d'activité, montre au contraire que le climat global était particulièrement froid. Et d'ailleurs, on a un ensemble d'indices qui laissent à penser qu'à cette période, le taux de CO2 atmosphérique était très faible. Alors, on va reprendre donc les deux raisons principales qui nous laissent penser que le CO2 atmosphérique était faible. La première raison à ce climat froid, c'est l'altération chimique intense de la chaîne hercynienne. Donc, je vous expliquais, on a formation d'une chaîne de montagne au niveau central de la plongée, et donc la création de cette chaîne hercynienne va conduire à un piégeage d'une grande quantité de CO2 atmosphérique. Ça, c'est la première raison qui nous laisse penser que notre CO2 atmosphérique a tendance à baisser. La deuxième raison, c'est la création de charbon. On a une fossilisation d'une très grande quantité de matière organique par enfouissement de matière végétale. Ainsi, donc, le carbone initialement présent dans l'atmosphère a été piégé en profondeur sous forme de charbon. Ça, c'est la deuxième raison principale qui nous laisse penser que le CO2 devait être très bas à l'époque. Et puis ce qui finit d'enfoncer le clou, c'est la présence de grandes masses continentales à des latitudes très hautes, notamment dans le sud, où on a vraiment une énorme masse continentale au niveau polaire, qui favorise une vaste calotte polaire. Et si on a une calotte polaire, eh bien, on va y avoir l'albédo. Et l'albédo, comme vous le savez, a un effet amplificateur, avec un réfléchissement de l'énergie solaire très importante, et donc ça va favoriser une baisse de la température. Voilà donc ici le bilan des deux chapitres là pour le coup, ce sont les deux derniers chapitres sur le climat qui est fait page 311 de votre livre Bordas. Alors la première chose c'est donc l'évolution récente. On voit donc voilà d'ici depuis un siècle à peu près, on a une augmentation de la température qui est très très importante, avec à peu près 1 degré de prix tous les 50 ans. Cette augmentation de la température est imputable à l'homme. Ce sont les activités anthropiques qui finissent par avoir des conséquences sur le climat, et notamment l'activité principale, c'est la rupture du cycle du carbone. Je vous ai dit, voilà, au Carbonifère notamment, on a eu un gros enfouissement de carbone au niveau de la lithosphère, ce qui fait que ça a abaissé le taux de CO2 atmosphérique. Sauf que nous, évidemment, on est allé le chercher, on a donc récupéré ce charbon, mais on a aussi récupéré le pétrole et le gaz, qui sont finalement issus du même processus que le charbon, sauf qu'ils ont ce sont des végétaux qui ont une transformation un peu plus poussée. Mais que ce soit charbon, pétrole ou gaz, de toute façon ce sont des énergies dites fossiles qui sont donc issues des végétaux qui se sont développés il y a des millions d'années et qui avaient donc par ce phénomène de fossilisation stocké du carbone de cette époque. Et nous, en brûlant ces énergies fossiles, on restitue dans l'atmosphère le carbone qui ne devait pas y être normalement, et pour le coup on augmente artificiellement la quantité de CO2 dans notre atmosphère, d'où l'effet de serre, d'où l'augmentation de la température. 1 degré tous les 50 ans, c'est une vitesse record. Jamais dans l'histoire de la planète, on a eu un réchauffement aussi rapide. Ensuite, on a vu l'évolution climatique pendant le Quaternaire. On a vu qu'au cours du Quaternaire récent, on a une variation cyclique.
Alors, plusieurs indices nous ont permis d'établir ces données. Les indices donc polyniques, pour ce qui est de plus récent, mais surtout le rapport isotopique, notamment le delta-O18, qu'on a pris et dans les glaces et dans les sédiments marins au niveau des foraminifères. Et de toute façon, dans tous les cas, ce qu'on constate, c'est qu'on va avoir une variation cyclique de la température. Et cette variation cyclique va avoir pour origine les paramètres orbitaux de la Terre, les fameux cycles de Milankovitch, les paramètres de Milankovitch, bien sûr, qui sont cycliques, qui ne sont pas liés pour le coup à l'homme, mais qui vont générer des petites différences d'ensoleillement de notre planète, qui vont donc entraîner un réchauffement ou au contraire entraîner un refroidissement, qui va être ensuite amplifié par les phénomènes de l'albédo, le phénomène de la solubilité du CO2. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le cours. Toujours est-il qu'on a donc une variation cyclique avec des phases glaciaires et des phases interglaciaires qui alternent comme ça tout au cours du quaternaire. Quand on a une augmentation de la température, on a à peu près 1 degré de prix pour 3000 ans. Vous voyez tout à l'heure, au cours du quaternaire récent, enfin là, les 100 dernières années, on va dire, on était sur 1 degré pour 50 ans. Au niveau du quaternaire, on est sur 1 degré pour 3000 ans. Vous voyez un petit peu la différence de vitesse, hein, on n'est pas du tout sur la même mesure là pour le coup, entre ce qui s'est passé naturellement précédemment et ce qui se passe en ce moment à cause des activités humaines. Et sur ce dernier schéma, vous voyez les climats au cours des temps géologiques. On voit apparaître sur ce grand schéma les 3 périodes qu'on doit travailler cette année. Alors la première période, la plus ancienne, qui est le Carbonifère permien, vous voyez donc ici qu'on a une baisse de la température pendant cette période, c'est une période froide tout simplement, due essentiellement à la chaîne hercynienne qui s'est dégradée et donc qui a pompé le CO2, et puis et enfouissement massif hein, du carbone végétal avec la formation du fameux charbon. Deuxième période qu'on a vue, le Crétacé, où là on avait une très très forte activité volcanique, notamment au niveau des dorsales. C'était la période où on avait un écartement de la plongée avec éclatement continental, grosse activité des dorsales océaniques qui ont créé beaucoup de CO2. Donc on a une période où on a énormément de CO2 dissous au niveau de la mer, qui s'est donc du coup qui a fait un relargage au niveau atmosphérique et qui a été responsable du coup de beaucoup de CO2 atmosphérique à cette époque et donc un effet de serre assez important. Une transgression marine généralisée, c'est-à-dire que la mer va déborder sur les continents et donc avec formation de la craie pendant cette période. Et enfin la dernière période qui est le Cénozoïque. Donc le Cénozoïque, c'est la formation des chaînes alpines et l'Himalaya, où là de nouveau on a à voir une altération importante due notamment à l'eau, et donc consommation de CO2 très importante, puisque comme vous le savez maintenant, les chaînes de montagne, l'érosion des chaînes de montagne absorbent, sont des puits à CO2. Donc d'une façon générale, on a pu constater que pendant le Cénozoïque, on a une tendance au refroidissement. Voilà, le Cénozoïque allant jusqu'à maintenant, on fait partie du Cénozoïque, le quaternaire fait partie du Cénozoïque. Voilà, il ne faut pas se tromper dans les échelles. Quand on a une grande échelle, on est dans une période de refroidissement. Quand on est à l'échelle du quaternaire, on voit les oscillations naturelles du climat. Et puis si on est sur les 50 dernières années, là pour le coup, hein, on est sur un réchauffement très important, très récent. Donc je dirais que la grosse difficulté de tout ça, c'est bien de se resituer par rapport à l'échelle de temps, ce qui n'est pas forcément évident. Voilà, j'espère que ces explications ont été claires. Je vous souhaite bon courage et puis à très bientôt pour un nouveau chapitre.